Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Les étudiants ont marché en grand nombre ce mardi dans tout le pays pour la 48e semaine consécutive, pour dénoncer encore une fois le simulacre des élections présidentielles du 12 décembre 2019. Un scrutin qu'ils continuent à qualifier d'illégitime. La mobilisation populaire ne faiblit pas, elle s'enracine au contraire. Accompagnés de citoyens, les étudiants ont scandé « Ta'dil al-Dustour, Masrahiyya wal-Mushkil rahu fi-Shar'iyya ». La révision de la Constitution n'est qu'une comédie, le problème réside plutôt dans la légitimité. Ils ont également clamé « Sha'b tharrar, huwa li qarrar, dawla madaniya ». Le peuple s'est libéré et c'est lui qui décide d'instaurer un État civil. Le même mot d'ordre du Hirak, État civil non militaire, transition démocratique, illégitimité du pouvoir en place, libération des détenus d'opinion et par-dessus tout le fameux slogan « Silmiya, Silmiya ». Une citoyenne détaille pour sa part « Washarana Habbin », qu'est-ce qu'on demande? Une justice sociale, le droit d'avoir des droits, une vie digne sans répression, une presse libre, une justice indépendante et vive l'Algérie. Une étudiante aimait, quant à elle, cette prière. Nous sommes face à une chance de construire la patrie, ne la gâchons pas. La communauté estudiantine et l'ensemble de la société civile ayant pris part à la manifestation ont réitéré le maintien de la mobilisation du Hirak. En visite surprise à Alger, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré à la presse que l'Algérie est une puissance d'équilibre et de paix. Elle est écoutée et respectée, et sur ces bases-là, nous pouvons avoir une relation extrêmement forte. Une chose est sûre, Monsieur Le Drian, la crise que vit le régime en Algérie est une crise de légitimité. Cette crise politique qui secoue le système aujourd'hui n'est pas tombée du ciel. Elle s'inscrit dans la continuité d'une crise antérieure, celle du régime, qu'elle approfondit et qu'elle est venue couronner. Tout indique que le régime politique actuel est finissant. La promesse de Tebboune d'un dialogue national inclusif, ouvert à toutes les forces, révision de la Constitution, une nouvelle forme de gouvernance prouve que le pouvoir lui-même a pris conscience que son régime ne correspond plus aux intérêts du peuple algérien. Il ne peut plus être maintenu en l'état et qu'il doit changer. Mais il tente une dernière manœuvre dans l'espoir de conserver la main sur l'inéluctable processus de changement, comme ce fut déjà le cas par le passé, en particulier après octobre 1988. Il est encore temps pour le pouvoir, de fait, réalise qu'aucun progrès durable ne peut se faire sans la confiance du peuple et encore par les politiques dirigées contre le peuple. Le 22 février a constitué le point de rupture avec le régime. Le Hirak et la mobilisation des Algériens a changé la donne politique. Elle a brisé le mur de la peur. Mouloud Hemrouch, un homme issu du système, estime que le Hirak est une opportunité historique pour sauver le pays, protéger l'armée et lancer ce qu'il a appelé le projet Algérie. Pour lui, le mouvement du peuple est un sursaut de survie, est une action préventive contre une possible déstabilisation généralisée et internationalisée. Par cette mobilisation inattendue, les Algériens ont refusé que leur pays chute ou cède au chaos. Autre mérite du Hirak. Le système algérien n'est pas un modèle et ne ressemble à aucun autre. C'est un non-système appelé système pour indiquer ces complexes négations. C'est un système liberticide, anti-politique, anti-militance, anti-gouvernance, anti-institution, anti-organisation et anti-nationale. C'est pour toutes ces raisons qu'il a anéanti l'embryon de l'État, fruit de la guerre, de la libération nationale, annihilé la loi et détruit la gouvernance, conclut-il.
J'ai rêvé cette nuit d'une Algérie prospère et proche du plein emploi. Sans haraga ni SDF, j'ai vu des hôpitaux performants, des salles de cinéma, des usines produisant des plus-values et des centres de recherche avec des universités qui attiraient de nombreux étudiants étrangers. J'ai vu des millions de touristes dans les aéroports dotés d'infrastructures modernes. J'ai vu défiler des images de champs de blé et de panneaux solaires qui s'étalaient à perte de vue. Dans mon rêve, l'Algérie rayonnait du nord au sud, dans tous les domaines. Littérature, cinéma, sciences, médecine. Le peuple était libre et pouvait s'exprimer. À mon réveil, je me rends très vite compte de la triste réalité et je me prépare à affronter la misère quotidienne de plus en plus insupportable. Comment en est-on arrivé là ? Une chose est sûre, depuis le 22 février 2019, l'Algérie vit au rythme d'un renouveau tant espéré par toutes les générations de l'Algérie post-indépendance. Une volonté d'un changement radical à tous les niveaux de la société, dans l'espoir d'une reconstruction d'un pays sur des bases démocratiques solides et pérennes. En bas écrit, entends-tu la voix de ses familles, plein de chagrin, la voix qui prie pour un meilleur destin. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens.
Mardi 48, la révolution ne fléchit pas. C'est le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir, pour en parler, de notre ami Idir Onoran, analyste politique, qui est avec moi sur le plateau. Idir Onoran, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Et le plaisir aussi d'accueillir Nazim Taleb, qui est de Mouvement Rachad. Bonsoir Nazim, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et on aura le plaisir d'accueillir Mohsen Belhabbas depuis Alger, président du RCD, et Abd El-Jabbar, étudiant université d'Alger. On parlera bien sûr de ce qui s'est passé aujourd'hui. On parle du mardi 48 et de Karim Kbir, qui est journaliste depuis Alger. Karim Kbir, on me dit qu'il est avec nous. Karim Kbir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik, Karim. Merci, bonsoir et bonsoir à tous vos invités. Merci Karim Kbir. On me dit aussi que Abd El-Jabbar, étudiant à l'université d'Alger, est avec nous. Abd El-Jabbar, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik, Abd El-Jabbar. جزاك الله خير بك مرحبا الله يفتح عليك. يعطيك الصحة. عبد الجبار نبداو بيك. On va commencer avec vous. خلينا برك في الصورة، يعني واش صرا اليوم في الثلاثاء 48. يعني شفنا مازال الطلبة يخرجوا بقوة يعني وينددون بهذا النظام ويطالبون بتغيير يعني هذا النظام. خلينا حطنا في الصورة، يعني واش صرا اليوم عبد الجبار؟ يعني واش صرا اليوم واش كان يصرا من قبل نفسه هو لانه بطبيعه الحال احنا كي خرجنا منذ 22 فبراير خرجنا منذ الهدف باين، خرجنا الهدف نحوسوا عليه اللي هو الحريه. الحريه ما تكونش عبر رسكله النظام، الحريه ما تكونش عبر تنحي اكس ودير ايكراك ولا حاجه واحده اخرى. يعني اليوم مسيره الطلبه كانت كما المسيرات الاخرى لكن كانت اكثر قوه، لانه كل مره يفوت الوقت كاين بعض الطلبه ما شاء الله راهم يزيدوا وعي وراهم يزيدوا ثبات وراهم يزيدوا حنكه في السياسه. واش كانت فيه شعارات البارزه يعني عبد الجبار في اليوم؟ واش كانت فيه الشعارات البارزه ويعني ما هي الاشياء التي يعني اللي كان ينادي بها الطلبه؟ يعني الاشياء اللي كان ينادي بها الطلبه هي بطبيعه الحال اول شيء مدنيه الدوله، لانه دوله مدنيه مش عسكريه. بالنسبه للشعارات الدستور اللي انا نسيتها لكن نسيتها للاسف لانها كانت مقوله من عند واحد الزميله في الحراك ولا في الثوره السلميه المباركه بين قوسين. كانت على الدستور، يعني مجرد تغيير الدستور، التغيير الدستوري مجرد بروتوكولات يديروها كما كانوا يديروها في وقت بوتفليقه. عبد الجبار، يعني الكثير كان يعول على اساس ان هذا يعني هذه الثوره وهذا الحراك وخاصة يعني الطلبة لازم نقولوه راهو في الأسبوع 48 لعبوا دور كبير يعني في هذه الثورة. الكثير كان يقول باللي قضية وقت، ولكننا نشوف أسبوع بعد أسبوع الشعب الجزائري راهو يلحق الرسالة تاعو أنه لا عودة إلى الوراء، وأن يعني الشيء اللي نضن عليه يوم 22 فبراير هو تغيير هذا النظام ولن نعود إلى ما قبل 22 فبراير. أنا بطبيعة الحال نتكلم عن نفسي. يعني أنا وش نقول دائما نقول لهم أنه إحنا ما خرجناش لأنه الزيت غلات أو الخبز غلا أو الحليب ما كاش أو ما عندناش سكنة. إحنا خرجنا لأنه الجزائر بلادنا ما راهيش بلادنا إحنا حقيقة، راهم يستغلوا فيها بلدان أخرى، راهم ينابوا ثروتها بلدان أخرى، راهم يشروا امور عنوة على الشعب، يعني بلا ما يختارهم الشعب، بلا ما يوافق عليهم الشعب. يعني مثلا رئيس الجمهورية، بالنسبة لرئيس الجمهورية في كل بلدان العالم هو شخص يحكم في مكان الناس، يعني يمثل الاشخاص اللي راهم مواطنين فوطوا عليه باه يسير امورهم.
ماشي يحكم فيهم، يعني مش ملكيه الوطن، هذا مش ملكيه خاصه لرئيس الجمهوريه يتحكم فيه كما يحب هو، سواء هو ولا اي واحد عنده سلطه باش يتحكم ولا باش يدير. ولكن يعني الطرف الآخر، وهنا نتكلم على السلطة عبد الجبار، ويقول باللي يعني كانت فيه انتخابات رئاسية وخرج يعني تبون هو الرئيس، والشعب يعني انتخب بنسبة يعني، ولكن لازم نحترموا هذا يعني الانتخابات. وفيه يعني سكيلا هو سماه اون نوفيل مود ولا اون نوفيل فاسون دو غوفرنونس، يعني فيه الان تشاورات ويتكلم على التفتح. هل يعني ممكن نمنوا هذا الشيء، ولا نفس يعني الحكايات اللي سمعناها من قبل يعني؟ نبداو من الاخير. بالنسبه للتشاورات، احنا الناس كيقول احنا يعني انا والناس اللي نعرفهم، لا نخرجوا ثلاثه وجمعه منذ 22 فبراير او بالك منذ 2014 ما شفناش حتى واحد جا هضرنا معاه ولا تعاملنا معاه. يعني لا هم يتعاملوا بيناتهم كما يقولوها بالعلميه، اللعب حميده والرشام حميده وكلش حميده. يعني انت نعم، تفضل عبد الجبار. زيد فضلك. اما بالنسبه للانتخابات، انا ما نجرح لا في شخص تبون، نحترم شخصه مهما كان، ونحترم من انتخب مهما كان شخصه. يعني احنا رانا ضد افكار، ما راناش ضد اشخاص. بان نزيدوا نوضحوا الصوره. بالنسبه للانتخابات هذه، احنا نولي نشوفوا باللي عندنا ناس تقدر تنتخب، الناس اللي مسموح لها تنتخب نسبه معينه، وهذه النسبه المعينه انتخبت منها 39.39%، و 39.39% هذه تقسمت على 6. يعني كاين اللي يحطوها ابلون ومجات ملغات، وكاين اللي فوطاو بالك على بالعيد، وكاين اللي فوطاو على بن فليس ولا ميهوبي ولا بن قرينه. يعني تبقى نسبه قليله فوطات على بوتبون على تبون. وحتى هذا النسبه عبد الجبار كان في كثير من التساؤلات حول هذا النسبه، يعني هذا النسبه اعطتها يعني السلطات هي اللي تكلمت على هذا النسبه، ولكن الكثير تكلم على اقل بكثير من هذه النسبه. لكن المشكل ماشي في النسبه الان. المشكل كاين سؤال لو تطرحه اي انسان عقلاني تجيبه من كوكب المريخ يقول لك يا ودي هذا الكمشة من الاشخاص مستحيل تقرر مصير شعب كامل وتقرر مصير وطن بحجم قارة بثروته وبكامل وش عنده. يعني لما نشوفوا ثاني، سامحني، لما نشوفوا ثاني انهم يقولوا رئيس منتخب، لا علينا رئيس منتخب وقولوا رئيس منتخب بين قوسين. لكن كي تشوف الظاهرة الأخيرة اللي صارت لما راح اجتمع مع ميركل واجتمع مع ما يسمى ببوتين وأشباهه، كانت كاينة مسيرة أخوتنا في الجالية الأوروبية كانوا منددين لهذاك الاجتماع ومنددين للرئيس. تشوف باللي جا قناة الجزيرة ما حبتش تدور لاكام جيتهم وما حبتش تسمع رأيهم. يعني لو الرئيس حقيقة منتخب وكاين طبقة صغيرة معارضة للرئيس كما عاهدناها في كل دول العالم، على الأقل ندوروا ليهم ونشوفوا مطالبهم ونشوفوا واش راهم يقولوا. يعني لو ما راهمش مخوفينهم ولو ما جاش كلامهم عقلاني لدرجة أنهم يرجعوهم يتبكموا ما يقدروش يجاوبوا، راهم راحوا ليهم وشافوا وسمعوا وفيلموا وداروها اون تلفزيون. يعني في ظل هذا الحراك، والكثير الجزائريين يقولوا ان هذا يعني الرئيس ولا حتى هذا الحكومه تاعو ما عندهاش شرعيه. يعني ونشوفوا اليوم زياره وزير الخارجيه الفرنسي لو دريون الى الجزائر، وانت تكلمت على ذهاب تبون الى برلين. يعني هل هذا النظام راهو يحوس على شرعيه في الخارج اللي يعني هو ما فقدها في الداخل؟ بطبيعه الحال الشرعيه لا تستمد من الخارج. اولا لما نرجعوا قبل الانتخابات بعض الايام كانوا يقولوا انه الانتخابات هذه راح تقضي على الوصايا الفرنسيه في الجزائر. انا هذه الحاجه الوحيده اللي قلتها لهم لما كانوا يروحوا ينتخبوا
الناس في فرنسا كانت الشرطه الفرنسيه تدافع عليهم بيروحوا ينتخبوا. نقول لهم هذه حاجه غير عقلانيه ان الناس اللي رايحه تنتخب بتنحي الوصايا الفرنسيه فرنسا تدافع عليها بتنتخب. والوقت هذا كانوا يتكلموا لنا على النوفمبريه والباديسيه يعني. يعطيك الصحة. يعني اذا كانت حقيقه كاينه نوفمبريه وحقيقه كاينه باديسيه، علاش نستقبلوا رئيس وزير الخارجيه تاع فرنسا؟ انا ديجا اليوم رفعت شعار في المسيره كنت نلبد وحدي به، لا غالب ربما كاين ما قدروش يعيطوا معايا الا اقليه قليله، كنت نقول لهم رئيس بلا شرعيه ديجاج وزير الخارجيه. يعني احنا واش رانا نقولوا؟ احنا اللي رانا نخرجوا الان اي واحد نقدر نهضر باسمهم كاع اللي راهم في المسيره، ما من الناس اللي فرونكوفون يهضروا فرنسي ويحوسوا في فرنسا ما راهمش قابلين انه فرنسا تدخل في اي حاجه. ديجا احنا كشعب فرنسا هذه عندنا تاريخ معها، لما نستردوا تاريخنا الحقيقي، لما يعطونا تاريخنا الحقيقي ويشهدوا ويش داروا في الشهداء ويستعرفوا وينحوا بزاف امور كانوا صارين من قبل. يعني واحد ما يقدرش يهضر بحريه كما كان لا غالب، راك تعرف. تماك نقدروا نتحدثوا، نقدروا نقولوا بعض الامور، لكن الان بما اننا احنا رانا في كما يقولوا عندنا رئيس منتخب باش نقضوا على الوصايا الفرنسيه، ماشي هكذا، ماشي بالطريقه هذه. باش نقضوا على الوصايا الفرنسيه على الاقل نتخذوا موقف نحوسوا على حاجه الشعب عنده بالك 20 سنه ويحوس عليها، لانه مش كان في وقت بوتفليقه مازال في الوقت هذا التضييق الامني المبالغ فيه، التضليل الاعلامي وما شابه ذلك. نعم. انت كشاب وطالب عبد الجبار، كيفاش راك تشوف يعني الامور تتجه؟ يعني هل الحراك لازم يكمل يضغط على النظام باش يكون فيه تفتح ويكون فيه يعني القطيعه مع هذا النظام؟ يعني كيفاش راك تشوف الامور؟ يعني الى اين تتجه؟ انا اولا ما نسميهش حراك لحد الان، راح نولي نسميه ثوره السلميه المباركه، لانها حقيقه ثوره بكل المقاييس، بالسلميه بالحضاره تاعها بكلش، لانه ضربنا مثل كامل لدول العالم. يعني انا من وجهه نظري نعطيهم انا حل صغير، الا محبين الحوار. انا ضد الحوار جمله وتفصيلا، لكن عندي حاجه صغيره، اذا صح عندهم حسن نيه احنا خيارنا نطالبوا باستقلال العداله وبحريه الصحافه، وحنا نطالبوا باش نقراو تاريخنا الحقيقي اللي راهم مزورينه في المدارس، واللي للاسف بالغبرت خلطت في المدارس حتى جعلتها مش مدارس، جعلتها مستشفيات، ترجع دراري صغار مساكن مهابل، رجعوا يهبلوا دراري صغار داخل المدارس هذو. عبد الجبار، يعني الاخوه قالوا لي باللي ما عندكش كثير من الوقت، ولكن بعجاله انت تكلمت على حسن النيه. هل النظام هذا عنده حسن النيه بالممارسات اللي شفناها وتكلمت عليها انت على هذا يعني هذا القمع وهذا الاعتقالات التعسفيه؟ يعني انا لو تمنحني دقيقه او دقيقتين نعطيك الحسن النيه الى عندهم وش يقدروا يديروا. عندهم راهم مسجلين لنا كريم طابو لا يطلق سراحه، راهم مسجلين لنا فوضى البوماله لا يطلق سراحه، وعندنا عده مساجين سياسيين ومساجين راي ورايا، وعندنا عده اشخاص من نخبه في المجتمع تاعنا. نديروا استقلال العداله، تستقل العداله ونعطوا العداله، نديروا الوزير تاع العداله كريم طابو لما تكون مستقله، ونديروا حريه الصحافه، ونديروا فوضى البوماله وزير الصحافه الاتصال وما شابه، والتعليم. بما بالنسبه للتعليم عندنا الاخ غرب ورقعه المجاهد الحر ربي يطول لنا في عمره، عندنا عده اشخاص معاه كفاءات اللي راح يقدر يكونهم وراح يقدر يعطيهم وينفعهم بوش عنده. حسن النيه يا اخي هكذا الله اعلم، ماشي كريم طابو الرجل الحر اللي يرفع العالم تاع الجزائر في وسط بلاد قبائل، ومن بعد يجي يقول لك لا هذاك حاب يقسمها هذاك قبائلي.
شكرا عبد الجبار، يعطيك الصحة، نشكرك. جزاك الله حياك الله. يعطيك الصحة، شكرا أخي. عبد الجبار, étudiant à l'université d'Alger, qui était avec nous. Idirou Nouran, je reviens à vous. Donc la révolution ne faiblit pas, au contraire, elle est là, elle s'enracine, et chaque semaine, les étudiants démontrent comme quoi ils veulent tourner la page de ce régime. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez des images fortes, comme on a vu aujourd'hui? Bien sûr, on va essayer de défiler quelques images pour voir ce qui s'est passé dans toutes les villes algériennes. Alors, en tout cas, la jeunesse étudiantine algérienne montre déjà qu'elle est dans la continuité, dans les mêmes efforts sur le terrain. Je vois que la qualité des slogans reste les mêmes. Et dire, je vais vous interrompre parce qu'on me dit qu'il y a un petit souci avec votre micro. On va essayer de régler ça très rapidement. Nazim Taleb, la même question est adressée à vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces marches des étudiants? Beaucoup parlent donc de ce rôle des étudiants qu'a joué dans cette révolution, et que la pression est maintenue. Au contraire, on est en train de voir chaque semaine la mobilisation ne faiblit pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est déjà c'est salutaire, parce qu'il ne faut pas que ça faiblisse, parce que malgré, là on rentre quand même, on va fêter une année de Hirak, on est à la 48e semaine, c'est-à-dire on est à 4 semaines d'une année, d'un cycle. Et malgré la pression exercée par les étudiants, que je salue les étudiants par leur slogan, je salue les étudiants par leur détermination, par leur patience, par leur compréhension des enjeux réels de l'Algérie, à savoir, comme il a dit Abdelkader, Tamdin al-Dawla, une société civile. Ils veulent une liberté de la presse, ils veulent tout simplement souffler dans cette Algérie qui est encore une fois qu'on maintient avec tout ce qu'on peut, avec tout l'apparatus sécuritaire, pour refuser à l'Algérien cette dignité, cette liberté de s'exprimer, cette liberté tout simplement de circuler. Et on l'a vu effectivement que cette pression ne doit absolument pas faiblir. Et ils le savent très bien, les étudiants, parce que c'est une occasion historique. Il faut se dire que l'Algérie, c'est une maison qu'on est en train de construire. On ne l'a pas encore achevée, et on ne va pas s'arrêter ici, parce que le régime, encore une fois, brille par son mutisme, brille par ses faux semblants, brille par le Monawarat, où on dit finalement le Hiwar et une nouvelle Algérie. Mais dans le même temps, on a reconduit l'I'tiqal de Karim Tabou pour 4 mois. 4 mois, oui. Nour al-Houda, aujourd'hui, ils l'ont maintenu en prison. Fodel Boumela est toujours en prison. Brahim Douaji est toujours en prison. Il y a des dizaines de prisonniers. Comment on peut... Même quelques personnalités comme Borga, qui a été mis en liberté, il sera jugé le 12 mars. C'est une liberté provisoire. Oui, mais les 80 ou les 86 qu'ils ont libérés, ce n'est pas une liberté définitive. Ils sont toujours sous le coup de l'instruction judiciaire. Et moi, je pose une question toute bête. Quelle instruction judiciaire peut-on avoir pour Karim Tabou? Qu'est-ce qu'ils vont instruire? Ses paroles sont publiques, ses écrits sont publics, ses apparitions sont publiques. Ils sont en train d'instruire quoi? Donc, en effet, ils veulent, et moi je dirais que ce n'est même pas des prisonniers, c'est des otages. C'est des otages. On maintient certaines personnalités politiques qui ont du poids dans la société algérienne en otage, pour soit négocier directement avec eux, le semblant de Hiwar que malheureusement certains partis
envie fait de rejoindre, alors qu'on n'a aucune garantie, on n'a aucune intention de changer réellement les choses, puisqu'on voit toujours que les médias sont toujours verrouillés, que exercer la politique, soit à travers un parti, soit dans une association, soit dans un syndicat, on ne peut pas le faire, puisqu'on doit toujours demander et quémander, je dirais même, au ministère de l'Intérieur l'autorisation de faire de la politique, et ça, on le refuse catégoriquement. Et aussi que les détenus politiques, et ça c'est très important, parce que les détenus politiques, ils en font une carte avec laquelle ils sont en train de jouer. Nous, on demande non seulement que les détenus soient complètement libérés, qu'il y ait des excuses publiques, pour leur incarcération. Et quand je parle des détenus politiques, c'est des détenus aussi depuis 92. Ça, il ne faut jamais les oublier. Il y a une souffrance terrible par rapport à ces gens-là qui croupissent en prison, pour certains qui sont morts en prison, pour certains qui ont le cancer, qui sont dans un état de santé lamentable. Et aussi, ceux-là doivent être libérés, demander des excuses et indemniser le dommage moral et matériel pour ces gens-là. On a vu cette semaine, ou la semaine passée, une conférence de presse des parents, donc des détenus surtout, des années 90. On reviendra vers vous, Nazim Taleb, mais on va passer à Karim Kbir, le temps qu'on règle le problème de micro de notre cher Idir. Karim Kbir, donc ce mardi 48, les étudiants toujours en force dans toutes les villes algériennes pour donc toujours demander ce changement de régime et la rupture surtout avec le système. Comment qualifier cette conscience politique extraordinaire et cette continuité dans le combat pour arriver donc au bout de cette révolution? Je crois que ce qu'a dit tout à l'heure l'étudiant, il répond en partie même à ceux qui doutent un peu de la poursuite du mouvement et de ceux qui ont décrété déjà sa fin. Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure dès le début de la profondeur et de l'ampleur de ce mouvement. Parce qu'au fil des mois, si c'est au début, il y avait cet affront qui a été infligé à la population à travers la tentative du 5e mandat en présentant un cadre, au fil des mois, la population, en tout cas les manifestants, ont pu emmagasiner énormément de choses. Ils se sont réconciliés avec la politique. Les Algériens se sont découverts, ils commencent à se connaître les uns les autres. Et ça s'est prouvé quand même à travers toutes les tentatives de division qu'on a essayé d'infliger au mouvement. Et au fil des mois, donc, la population a démontré justement sa maturité politique. Et on le voit aujourd'hui à travers beaucoup de slogans. Et notamment, moi j'insiste là-dessus, c'est ce qui pose, à mon avis, un problème fondamental au régime, c'est le fait qu'il pose le problème de l'état civil, de la légitimité. C'est-à-dire, en fait, le problème qui a été posé depuis l'indépendance, aujourd'hui, il est sur la table. Et c'est là où il y a un peu, je crois que le régime, il est un peu dans le désarroi parce qu'il n'a pas de réponse à apporter, ouvertement. Et quand vous dites, Karim, qu'il n'a pas de réponse, on a entendu Tebboune parler d'ouverture politique, d'une nouvelle façon de faire la politique, si on peut dire ça, impliquer les étudiants, les universitaires. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont tellement d'expérience, ce qui s'est passé dans le passé? Et moi, j'ai parlé dans mon intro de l'expérience de 88, quand il y avait cette ouverture, mais malheureusement, c'est une ouverture où le régime a pu manœuvrer et refaire surface. Est-ce que vous pensez que le régime n'a pas compris que cette révolution est inédite? Écoutez, il y a deux aspects. D'une part, ils sont toujours dans l'attitude
du mépris du peuple, parce que beaucoup, en tout cas, l'essentiel des dirigeants, justement, peinent à comprendre qu'il y a une mutation profonde dans la société algérienne. Donc, ils n'ont pas pu saisir un peu tous les changements. Il y a une nouvelle génération qui vit de son époque. Elle a d'autres façons de voir les choses. Ils voient ce qui se passe à travers le monde, donc elle veut vivre son époque. Et en même temps, vous avez au pouvoir un personnel qui est complètement déphasé. Il est en déphasage. C'est-à-dire, même s'ils essaient d'apporter des réponses, elles ne dépassent pas leur vision ou leur approche de la sortie de crise, mais pas pour répondre à cette population. Ils sont toujours dans cette attitude de vouloir chercher à sauver le système, à le replâtrer, à essayer de faire quelques petites ouvertures, mais sans pour autant remettre en cause fondamentalement l'architecture institutionnelle qui a été mise en place depuis 62. Or, ce qu'oppose le peuple aujourd'hui, c'est que justement la fin de ce système, c'est-à-dire changer le mode de gouvernance, mettre en place une nouvelle architecture institutionnelle et consacrer définitivement les libertés. Or, jusque-là, tout ce qui a été entrepris, ça procède de mon point de vue de la manœuvre. On a vu que pratiquement rien n'a changé. Même les invités qu'il a pu consulter, d'ailleurs même on ne sait pas exactement ce qui a été dit, parce que s'il y a réellement une volonté d'engager un dialogue, à mon avis, doit se faire dans la transparence. Il faut que les Algériens soient tenus informés. Et puis, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que Tebboune a suffisamment de marge de manœuvre pour faire ce qu'il veut? Moi, je ne pense pas. Vu les conditions dans lesquelles il a été élu, je crois qu'il ne peut pas faire plus que ce qu'ils peuvent lui tolérer de faire, ce qui l'ont aidé à devenir président. Donc, faute d'action forte, je ne pense pas qu'ils sont encore dans cette attitude de vouloir informer en profondeur les choses telles qu'ils le disent eux. Très bien, restez avec nous, Karim Kbir. Idilou Nouran, je reviens à vous. J'espère que le micro a été réglé. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez alors, Idilou Nouran? Ma question étant de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. On voit donc ces étudiants qui sont toujours là. Beaucoup parlent de ceux qui suivent un peu le champ politique algérien, d'un moteur de cette révolution. Les étudiants, le rôle de la femme et ce passivisme extraordinaire qui a marqué cette révolution algérienne. Bien sûr, notre ami Abdel Jabbar n'a pas aimé quand j'ai parlé de Hirak, et c'est vrai. C'est vrai que maintenant, on parle de cette révolution inédite. Qu'est-ce que vous en pensez quand on voit des images comme ça et cette persistance de cette jeunesse à aller au bout de sa révolution? Parce que la jeunesse algérienne, à travers ses étudiants, et même ceux qui n'ont pas fait d'études, parce qu'il y a un phénomène de dialogue dans les quartiers, dans des cercles sportifs qui parlent de l'avenir de l'Algérie, les étudiants, c'est la force vive du Hirak, donc de cette révolution. Les éléments langagiers ont commencé un peu à évoluer. L'étudiant Abdel Jabbar en a parlé. Là se pose vers nous maintenant de manière politique, c'est est-ce qu'on va rester sur cette position statique de résistance absolue ou aller en dynamique. Nous avons un pouvoir qui est en place. Ça, c'est tout par à l'heure rapport aux perspectives. Oui. Parce qu'au niveau des étudiants, je crois que Nazim a bien résumé et le jeune étudiant a bien résumé un petit peu. Donc pour éviter des redites, je me dis que par rapport à ce qu'a dit M. Kébir, où je suis en partie d'accord sur l'ensemble de son analyse, mais sur un point, je lui apporte un peu la nuance, pas dire la contradiction. Non, le pouvoir n'est pas dans la manœuvre. Il est dans l'intrigue. Il est dans l'attitude florentine. Ils veulent... On ne joue pas à armes égales. Ils maîtrisent l'agenda. Ils maîtrisent le système. Ils veulent se renouveler à travers l'illusion d'un renouvellement personnel, alors que les fondamentaux ne changent pas. Moi, ils ne sont pas dans la manœuvre. La manœuvre, on peut savoir, nous on a fait un peu de politique, on peut être manœuvrier dans un parti politique, manœuvrier avec d'autres formations politiques, mais pas dans l'intrigue. Eux sont dans l'intrigue. Le souci, c'est celui-là. Et donc, comment les disqualifier? Le problème est là.
de deux choses l'une, où nous arrivons à disqualifier l'ensemble du processus électoral et ne pas reconnaître la légitimité de M. Tebboune en tant que président de la République, c'est une option. Ou alors, de l'autre côté, comment peut-on le disqualifier, et à l'intérieur et à l'international? À l'intérieur, je pense qu'on doit faire une espèce de bond qualitatif au niveau des slogans et mettre une architecture politique et donner du sens à une transition. Ce qui veut dire que toutes les propositions qui viendraient de ce pouvoir non légitime seront disqualifiées à la base. Le peuple donne sa réponse tous les vendredis et tous les dimanches, et tous les dimanches à l'étranger et tous les mardis. C'est comment arriver à... Il y a des initiatives qui sont prises actuellement, il y a des assises pour le 25 janvier donc. C'est toutes ces questions. On ne peut plus rester uniquement à commenter les choses qui nous arrivent au pays, dans le pays, chez nous, même à l'extérieur du pays, de manière on traite l'événement. Je pense qu'on est maintenant en mesure, Nazim l'a dit tout à l'heure, il y a la maturité qui arrive, on va célébrer, je ne sais pas si c'est le mot, on va célébrer 1 an de Hirak. Un aggiornamento s'impose, on doit faire une pause. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on n'a pas été très vite? Comment on n'a pas pu s'organiser? Pourquoi on n'a pas pu s'organiser? Quelle réponse à apporter à ce pouvoir que le peuple ne considère pas comme étant légitime? Et comment le disqualifier? C'est des questions politiques. Très bien. Est-ce que vous pensez que cette révolution a des choses à se reprocher? Non, c'est pas ce que je dis. Elle est partie à son rythme, à sa mesure. C'est très bien. Mais à un moment donné, se dire comment peut-on faire pour la dynamiser, c'est-à-dire de passer à une résistance, comment l'amener à rentrer en dynamique sur tous les plans. On parle de révision constitutionnelle. La plupart des intervenants politiques, de la société civile, les intellectuels, parlent au minimum d'un processus constituant. Le peuple doit être associé. Comment doit-il être associé? C'est ces questions-là. M. Kébir parlait d'institutions. Je le rejoins tout à fait. Nous, on a fait un papier collé du jacobinisme français. Alors, la mairie du temps de la France, c'est devenu l'APC, le Baladia. Le conseil régional, c'est devenu l'APOI. Et la préfecture, c'est devenu Wilaya. On est un pays continent. Et toutes ces questions doivent être posées dans le cadre de la transition. Le mode de gouvernance, en fait, tout a été dit globalement. Mais comment arriver à mettre en place et mutualiser les efforts de tous, sans exclusive, pour arriver à présenter véritablement une véritable alternative, à la fois au niveau de la Constitution, au niveau du mode de gouvernance, au niveau de la doctrine diplomatique. Redevenir un pays méditerranéen, vous avez vu les enjeux là, avec la Turquie, avec la Libye, c'est important. Notre profondeur africaine, regardez ce qui se passe en Afrique, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest. Est-ce que la révolution n'est pas en train de marcher dans ce sens? Pour le moment, elle ne marche pas dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas. Je dis qu'au stade où nous parlons, on ne s'est pas occupé de ce qui est fondamental. Comment, d'une résistance, parce qu'on est dans une situation de résistance. Vous pensez qu'on doit faire le bilan, c'est ça ce que vous... Le bilan, et comment entrer en dynamique, comment opérer la dynamique. Très bien. Karim Kebir, je reviendrai à vous, Nazim Taleb, par rapport à cette question. Karim Kebir, si vous voulez rebondir rapidement par rapport à ce qu'a dit Idirou Nouran. Oui, il a raison de dire, c'est-à-dire, mais il y a la difficulté, tout de même, c'est-à-dire, je pense qu'on doit prendre aussi en ligne de compte qu'on sort d'une période de congélation politique. Ça fait tout de même, c'est une société qui est complètement disloquée, on avait complètement banni l'exercice politique, les infiltrations des structures syndicales, on a détruit la presse, les syndicats, les partis, on a dépolitisé la société. Donc, je crois qu'on est dans une... Donc, dans un autre sens, Karim, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Est-ce que vous pensez que cette révolution a sauvé l'Algérie? Et beaucoup l'ont dit, beaucoup d'experts qui suivent le dossier algérien disent que cette révolution a sauvé l'Algérie. On a vu un pays inexistant à l'échelle internationale, inopérant à l'échelle nationale. Vous venez d'en parler. Est-ce que vous pensez donc que cette révolution a joué un rôle à sauver l'Algérie? Mais bien sûr, je crois que les gens qui parlent de bénédiction, il y a d'autres qui parlent de miracle, il y a d'autres qui parlent de... Bien sûr, c'est quelque chose de fabuleux. Quand on voit aujourd'hui le système tel qu'il a été bâti, c'est hallucinant. Quand on voit l'ampleur de la corruption, ce n'était plus, tout de même la voie diplomatique, il était complètement éteinte. On était absent de tous les forums. Vous avez l'humiliation qui se faisait chaque jour avec un président qui était complètement absent.
Et quand elle vient, de temps en temps, on lui organise des visites de Khtar Brahimi pour dire comme quoi il était vivant, qu'il dirigeait le pays, alors que finalement on se rend compte que le pays était dirigé par une caste qui ne répondait, qui ne donnait aucun compte. C'est absolument hallucinant. Et bien entendu, donc ce mouvement non seulement a d'abord à rétablir une forme de dignité pour la nation, parce que les Algériens tout de même aujourd'hui, je pense qu'ils se sentent un peu, ils retrouvent un peu cette fierté, pas la fierté déplacée d'avant, qui s'exprimait à travers le chauvinisme dans le football, mais cette dignité d'être un citoyen qui comprend en tout cas ses droits, qui réclame ses droits, qui ne veut plus être un sujet, mais plutôt un acteur de son destin. Et ça, je crois, c'est la plus grande des victoires de ce mouvement depuis le mois de février. Pas seulement d'avoir empêché le 5e mandat ou d'avoir empêché les élections, mais c'est plutôt ces investissements à long terme, c'est-à-dire la réconciliation des Algériens avec la chose politique, ce n'est plus un tabou. Les gens ont brisé le mur de la peur, donc ils n'ont plus peur de faire de la politique, ni de jouer sur les peurs de déstabilisation, de complot, d'ingérence étrangère. Tout ça, le peuple a réussi à le transcender. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Très bien. Restez avec nous, Karim Kebir. Nazim Taleb, si on revient un peu sur un autre sujet, la visite de Jean-Yves Le Drian en Algérie aujourd'hui, donc le ministre des Affaires étrangères français. Il a fait des déclarations. Il a parlé, l'Algérie est une puissance d'équilibre et de paix. Comment vous voyez cette visite qui n'était pas annoncée auparavant? Je crois que la France, comme tout autre pays, a des relations diplomatiques avec l'Algérie, donc la visite en soi n'est pas problématique, je crois. Mais dans un contexte que vit l'Algérie, et on sait très bien aussi cette relation qui n'est pas aussi, si on peut dire, facile entre deux pays où il y a beaucoup d'histoire entre l'Algérie et la France, et la sensibilité qu'il y a dans cette relation. Bon, à mon avis, sur la forme, je disais qu'au niveau diplomatique, elle a des relations diplomatiques avec l'Algérie. La visite en elle-même, moi, je trouve que ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, par contre, c'est, j'ai vu d'une manière très succincte ce qu'il avait déclaré. Donc, on revient un petit peu à ces discours. L'Algérie est une grande nation, d'équilibre, de paix. Et on se rappellera des déclarations des Sarkozy, des Hollande à la Critée, etc. On a toujours fait ce langage qui plaît à nos gouvernants, mais en réalité, Le Drian, il est parti en Algérie. D'ailleurs, si vous remarquez, les trois qui sont partis en Algérie, c'est qui? C'est les Turcs, ministère des Affaires étrangères italien et ministère des Affaires français. Donc, au niveau du champ pétrolifère, c'est-à-dire l'industrie pétrolière et gazière, c'est des poids lourds. On a l'ENI et on a Total. Donc, eux, ils veulent, en contrepartie, je viens vous visiter et sûrement, il y a soit des contreparties, soit des concessions. Bon, ça, on ne le saura pas, mais je dirais que la France est tout à fait dans son rôle. C'est-à-dire, elle est en train là de protéger ses intérêts, ce qui est tout à fait normal pour un pays. Ce qui n'est pas normal, par contre, et ce que de venir en Algérie, premièrement, voir un président qui est illégitime, ne faire aucune déclaration sur les détenus politiques, sur les atteintes aux droits de l'homme, puisque la France, à chaque fois, elle dit « on est le pays des droits de l'homme ». De l'autre côté, on n'a même pas un début de critique du ministère des Affaires étrangères algérienne pour dire le rôle de la France en Libye, il est condamnable parce que c'est contre quand même les intérêts algériens que la France, elle est aujourd'hui en train de soutenir Haftar. Donc c'est ça normalement la diplomatie. Que vous venez visiter l'Algérie, ce n'est pas un problème. Mais soyons transparents, soyons honnêtes, soyons courageux de poser le problème. Donc de part et d'autre, c'est un truc gagnant-gagnant. On vous donne l'industrie, on vous donne les marchés, et vous venez nous visiter, vous nous donnez un semblant de légitimité. Mais je vais vous dire une chose,
La légitimité ne s'acquiert pas par les visites diplomatiques. La légitimité s'acquiert par le peuple. Tebboune n'a pas voté pour le peuple. Par leurs chiffres à eux, les Algériens, c'est-à-dire on prend les chiffres officiels, ils ont dit 5 millions d'Algériens ont voté sur 25 millions. C'est-à-dire que 20%. Donc Tebboune, qu'il le veuille ou non, n'a aucune légitimité populaire. Voilà ce que j'avais à dire Très sur bien. cette visite. La question pour vous, Idir Nouran, comment qualifier donc cette visite? Comment vous la voyez? Dans un temps, on sait très bien que l'Algérie vit un moment critique de son histoire et beaucoup disent que le régime est en crise. Nazim Taleb a parlé donc de cette légitimité. Est-ce que vous pensez que la France est Roscou, si on peut dire, au régime algérien, où il y a cette froideur? On l'a vu avec Macron, il a mis du temps à féliciter Tebboune, si on peut dire. Tout à fait. Bon, moi, je pense qu'à partir du moment où toute la communauté étrangère a validé les élections, il est normal que M. Le Drian puisse se déplacer, d'autant que la fameuse phrase de M. Macron qui a dit « je prends note », avec beaucoup de légèreté, que M. Tebboune a dit « je ne lui réponds même pas ». Donc il y avait un semblant de crispation. Je pense que l'arrivée de M. Le Drian n'est pas simplement pour légitimer M. Tebboune. Les Russes l'ont légitimé, les Séoudiens, les pays du Golfe. Le souci ne se pose pas en ces termes, à mon sens. C'est infiniment plus complexe. Je pense qu'il doit guider, parce que si vous lisez je vais vous dire deux phrases. Les élections présidentielles ont eu lieu, il y a désormais un nouveau gouvernement avec lequel la France veut travailler. Le président Tebboune a manifesté une ambition donc pour l'Algérie, c'est de la réformer. Plus loin, je ne dis pas tout. Le Drian qui s'exprime, le président Tebboune, c'est ces termes, s'est engagé à conduire l'Algérie dans un esprit de dialogue, afin que tous les Algériens puissent s'exprimer sur ces réformes. Donc, ils ne sont pas très à l'aise par rapport à la situation. Je parle de M. Le Drian qui a fait un rétropédalage par rapport à la fameuse phrase de M. Macron « j'ai noté l'élection ». Moi, je pense que les enjeux dépassent le cadre algérien dans le cadre de cette visite. Nazim a abordé le contexte géopolitique de l'Algérie, sur le rôle de la France qui soutient M. Haftar, et pas simplement la France, les Séoudiens, la force Wagner de la Russie et les Émirats. Et de l'autre côté, nous avons donc la Turquie. Pour moi, pour rebondir sur la crise libyenne, il y a deux acteurs majeurs. C'est la Turquie et les Russes. C'est par eux que va passer la solution. Parce qu'au-delà de ça, il y a un problème d'abord de ressources gazières. Il y a d'énormes gisements qui ont été découverts, même en Méditerranée. C'est pour ça que la Turquie s'est empressée de faire des accords avec les Libyens sur les eaux territoriales. Il y a l'eau du désert, qu'on appelle l'eau bleue. Plus ensuite, l'approvisionnement en énergie sur tout le bassin méditerranéen. Là, c'est un autre débat. Le souci, c'est quoi? Moi, je pense que c'est une réunion où ils ont abordé l'ensemble des questions. Ce n'est pas simplement légitimer la présidence de Tebboune. Il me semble que notre relation avec la France a toujours été complexe. Rarement nous avons eu des relations d'État à État. Nous sommes tous passés par des réseaux. Enfin, nous sommes, pas nous. Les deux États sont passés par des réseaux. Le réseau Baudet, le réseau Marchiani-Pasqua. Toutes ces questions ont été réglées par les réseaux. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas une relation saine. Moi, je mets au défi qu'on nous fasse le bilan sur les 5 dernières années. Combien de ministres français, chargés de la coopération, chargés de l'éducation, chargés de la justice, sont venus visiter l'Algérie? Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6. Ce qui prouve que la relation n'est pas aussi dense que ça. Et quand il dit, M. Le Drian, et là je le cite, que l'Algérie est écoutée et respectée, bien sûr il parle de la crise. Par rapport à ce qui se passe en Libye, est-ce que vous pensez que l'Algérie est écoutée et respectée avec une absence pendant le règne de Bouteflika, de l'échiquier international et surtout, beaucoup parler, il est où le rôle de l'Algérie? C'est quoi la position de l'Algérie? Je vois la finesse de votre question. Mais je vais vous répondre d'un point de vue formel. C'est-à-dire, au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, au-delà de la gouvernance de M. Bouteflika, il y a ce qu'on appelle, notre pays a une doctrine diplomatique. Ce n'est pas d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. C'est essayer de rapprocher les points de vue. On a eu quelques expériences où les Algériens, dans le temps, je dis bien dans le temps, moi je ne juge pas à travers ce pouvoir, cette mauvaise gouvernance et ce pouvoir illégitime qui se met en place et l'autre qui était tout aussi illégitime. Il y a eu les accords de Taïf.
Il y a eu la libération des otages américains sous la conduite de feu Ben Yahya, un très grand ministre des Affaires étrangères. On a participé à la résolution de la crise en Éthiopie avec l'Érythrée. On a eu quand même quelques succès diplomatiques. La Par ailleurs, question est liée surtout depuis donc cette guerre en Libye ou cette crise en Libye depuis 2011. L'Algérie n'a pas joué son rôle. Vous venez de parler du rôle qu'elle avait l'Algérie peut-être dans les années 80. C'est-à-dire maintenant, il faut recontextualiser. La Libye n'a jamais créé un État dans le sens moderne du terme. Leur État, c'était l'Arshia, c'était les Arches. C'était tribal. Maintenant, on oublie aussi qu'il y aura une donne qui va se mettre en place. C'est la donne des tribus Amazigh de Nefoussa, Djebel Nefoussa. Ça va rentrer en ligne de compte bientôt. Il y a des enjeux pétroliers. L'Algérie, elle peut peut-être avoir une diplomatie d'équilibre parce qu'il y va de nos intérêts en tant que pays et en tant que nation. Je ne parle pas du Hirak, là. Nous sortons de la crise de légitimité du pouvoir. Nous parlons en tant que pays, notre pays. C'est-à-dire qu'il faut que nos intérêts vitaux se conjuguent momentanément avec nos intérêts stratégiques. Mais la crise intérieure que vit l'Algérie ne peut pas nous donner une très grande écoute par rapport aux étrangers, sachant que c'est comme si vous aviez une crise avec un parti politique où il y aurait deux directions et qui ferait partie d'un groupe. Ce serait mécaniquement fragilisé. Ah ben nous, on est dans ce même cas de figure. Très bien. Karim Kbir, la question à vous. Quelle est votre lecture par rapport à cette visite de Jean-Yves Le Drian en Algérie? Je ne sais pas s'ils ont parlé contrairement en tout cas au communiqué officiel, est-ce qu'ils ont parlé en profondeur de la situation ici en Algérie, mais bon, ce qui ressort en tout cas à première vue, c'est beaucoup plus axé sur la question libérale. Mais quand on voit le texte de Le Drian, je crois que ça a été très peu des éléments de langage. On sent tout de même une certaine prudence. Il a pratiquement répété les mêmes mots qu'il a dit déjà il y a quelques mois, sauf que je relève qu'il n'évoque pas la transition. Mais connaissant, en tout cas ils sont avisés quand même, ils savent que chaque fois que la France officielle s'exprime, donc il y a ici, c'est souvent instrumentalisé, et donc je crois qu'il se montre un peu très, très prudent par rapport à ces questions. C'est pourquoi qu'il parle, enfin je trouve que c'est beaucoup plus de formules diplomatiques, il titille un peu l'ego des dirigeants, il essaie de dire comme quoi le dialogue, les trucs démocratiques de façon assez vague, sans pour autant apparaître comme ça il donne des orientations. Mais du reste, je crois qu'à mon avis, c'est beaucoup plus axé sur la Libye, parce que la France, quand même, c'est un acteur important. Et puis on connaît actuellement ce qui se joue là-bas entre les différentes puissances, la Russie, la Turquie, vous avez l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et tout ça. Donc forcément, je pense qu'il vient beaucoup plus par rapport à cette question. Mais pour les questions internes, comme je l'ai dit, moi ce que j'ai pu relever, en tout cas, c'est comme s'il disait que maintenant il y a un gouvernement avec lequel on va travailler. Fondamentalement, je ne pense pas qu'ils ignorent tout de même la situation dans laquelle se trouve le pays. Donc, ils ne peuvent pas quand même avoir une vision de coopération à long terme sans voir tout de même un début de stabilité. Ça c'est connu à travers le monde. Il n'y aura pas d'entreprises qui vont s'engager s'ils n'ont pas encore une vision un peu assez claire sur l'avenir du pays, parce que là, pour le moment, personne ne maîtrise la situation. On a vu Ben Salah comment présenter, comme on l'a dit à Poutine, comme quoi voilà, on a une feuille de route et tout ça, mais on sait que les Russes ne sont pas très convaincus de ce que les dirigeants leur présentent assez souvent, donc ils ne sont pas naïfs. Après, vis-à-vis de la consommation, de l'opinion, bien sûr, ils vont développer un peu un discours pour ménager les uns et les autres, pour ne pas agacer. Donc vous pensez que, en autre mot, vous pensez, Karim Kbir, que la position de l'Algérie n'est ni écoutée ni respectée, si on peut le dire?
Je ne sais pas, est-ce qu'il n'est pas écouté parce que tout de même, quand on dit l'Algérie par rapport à la Libye, quand même dispose d'un grand réseau qui remonte quand même, je pense, à assez longtemps, à l'époque des Blondiennes. Donc tout de même, bon, est-ce qu'ils ont beaucoup d'influence? Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2011, l'Algérie est parmi les derniers pays à lâcher le Kadhafi, parce on a tenté, l'Algérie a tenté quand même de les soutenir jusqu'à la dernière minute, parce qu'ils ne voulaient pas, pour des considérations propres au régime. Mais donc ça fait tout de même désordre chez beaucoup d'acteurs politiques libyens, ça ils l'ont pas oublié, hein. C'est pour ça qu'ils se sont tournés à d'autres puissances. On les a vus quand même aller au Maroc, où il y avait une réunion là-bas, il s'appuie sur l'Égypte, sur l'Arabie Saoudite. Donc, maintenant, est-ce qu'elle va être écoutée aujourd'hui? Là aussi, c'est difficile de répondre, parce que les gens n'ignorent pas quand même que la situation interne n'est pas tout à fait stable. Mais je dirais tout de même que, vu les réseaux dont elle dispose, Karim Kbir, on me dit Karim Kbir est avec nous? Non, on l'a perdu Karim Kbir. Nazim, il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'aimerais bien avoir un peu de réflexion sur une question qui a été posée par Idil Nouran et je pense qu'elle est très importante. On parle bien sûr de 11 mois, dans 3 semaines, le 21 février, qui correspond au 53e vendredi. On bouclera donc une année de cette révolution. Comment vous voyez les choses? Il a parlé, de dynamiser cette révolution, il trouvait d'autres mécanismes pour que donc cette révolution arrive à ses fins. Comment vous voyez, quel mécanisme qu'on peut utiliser dans les semaines à venir pour mettre un peu plus de pression sur le régime et accepter donc qu'il y ait un vrai changement? Non, mais moi, je trouve, il y a pas mal, une phrase qui revient souvent et qui dit rien n'a changé. Je trouve que c'est très, très dangereux de dire ça, pour plusieurs raisons. Mais je ne pense pas qu'il est en train de non, dire je ne parle pas d'y dire. Hein? Je parle pas d'y dire. Je vais revenir au point que je veux traiter. Oui, non, c'était pas par rapport à y dire. Non, c'était juste pour le taquiner. Non, pas du tout. Il l'a pas dit. Et c'est pas dirigé vers y dire. Non, c'est dire que finalement, 11 mois, rien n'a changé, etc. À mon avis, c'est très dangereux d'employer ce terme. Il y a énormément de choses qui ont changé. Et je crois que Kébir a bien souligné la chose. C'est qu'on sort quand même d'une société sclérosée, d'une société anéantie, d'une société brimée. Tous les qualificatifs ne sont pas suffisants pour décrire ce qu'a fait le DRS, ce qu'a fait la sécurité militaire avant et ce qu'a fait ce qu'a fait Bouteflika après. Et voir ce peuple pendant 11 mois être toujours dans la rue, pacifique, chaque mardi et chaque vendredi, sans parler que ça a eu quand même beaucoup plus de manifestations juste avant le 12 décembre. Quand on voit la solidarité entre les Algériens, aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui s'est fait voler, je crois, des chèvres, etc. Les Algériens se sont précipités pour lui, donne-moi ton compte CP, etc. Les Algériens, ça n'existait pas avant. Avant, on entendait quelqu'un s'est fait poignarder pour 100 dinars, personne n'était... ça choquait personne. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais est-ce que ce peuple a vraiment quelque chose qui vit encore en lui? Et tout ça a revu, cette solidarité, ce refus de cette division entre le Qbaïl ou l'Arabe. Aujourd'hui, maintenant, ça y est, ils ont changé un petit peu le fusil d'épaule. Maintenant, on parle d'islamistes dans les rues qui sont en train de prendre le contrôle des masses. Comme si les Algériens, et comme disait Edir, cette jeunesse formidable n'a pas les capacités intellectuelles pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, qui sont, encore une fois, une société civile. Et donc, ce hirak n'est pas
un parti politique. On ne peut pas lui dire, oui, mais ce Hirak doit faire une autocritique, etc. Non, c'est au parti politique. C'est Nourba, c'est les leaders de ce Hirak. Peut-être que c'est à eux. Mais le Hirak, c'est Cha'bi qui est sorti le 22 parce qu'il en a marre. Donc, on peut effectivement, comme Edir, pour revenir un petit peu à un truc un peu plus structuré, oui, dans le Nourba, c'est-à-dire l'élite ou les intellectuels, même si je dirais maintenant aujourd'hui que les Algériens, ils en ont aussi un petit peu marre. Parce qu'on voit aujourd'hui les gens qui étaient censés être dans l'opposition courir pour aller dialoguer vers Tebboune sans aucune concession, sans aucune condition préalable à la négociation. Donc les Algériens aussi ne font plus confiance dans les politiques algériens. Et ils ont raison. Parce que je vais vous dire, l'Algérie de demain, le politique doit être présumé coupable. Parce qu'ils ont tellement créé la suspicion, la confiance qui n'y est plus dans cette élite. Donc c'est normal que le Hirak aussi ne veut pas de Temthil, ne veut pas, etc. Et je dirais même Hadat Temthil, à quoi ça sert si vous avez en face personne qui veut vous parler. Hadat Tebboune, il parle de dialogue. Et à ce jour, il n'y a même pas l'ombre d'une volonté de dialogue. Donc à quoi ça sert de se casser la tête pour avoir des représentants pour finalement que ce régime ne prend pas encore cette nécessité d'aller dialoguer vers les Algériens. Donc pour finir, effectivement, on peut dire ou orienter ou donner des recommandations. Et je suis tout à fait d'accord avec Edir qu'il faut peut-être dire à des gens, par exemple la Constitution là, qui va être le sujet, s'organiser, c'est-à-dire après chaque vendredi, maintenant, s'organiser en comité de quartier, parler de ce que nous on veut dans la Constitution. Regardez ce qui se passe par exemple en Chili, ils ont fait des comités de quartier, ils ont dit c'est nous maintenant le pouvoir. Donc on peut effectivement, mais l'organisation on peut le faire au niveau des quartiers, etc. Mais je trouve que par exemple la Constitution, on doit par exemple au niveau des quartiers, parler de la Constitution. Qu'est-ce qu'on veut dans la Constitution? Ce n'est pas un comité d'experts de nous dire ce qu'on veut dans la Constitution. C'est aux Algériens de dire la vision qu'ils ont pour l'Algérie. C'est aux Algériens de dire quels médias on veut. Imaginons qu'on nous dit les experts, ils veulent nous faire une constitution. Mais qu'est-ce que vous en savez de ce que veut le peuple? Par exemple, le peuple, s'il décide de dire « moi, je reconnais le pouvoir, le quatrième pouvoir », dans certaines littératures, c'est le cinquième pouvoir, les médias. On veut lui donner une taxe supplémentaire pour qu'il soit indépendant, qu'il ne dépende pas du budget de l'État, pour qu'il soit réellement indépendant. Imaginons que c'est une proposition comme ça. Est-ce que vous croyez que c'est un comité d'experts qui va la proposer? Est-ce que vous croyez que Tebboune, qui a nommé Hadal Araba, qui va faire son comité d'experts, va faire des choses qui sont contre la volonté de Tebboune? Il va faire forcément ce que veut Tebboune. Il y avait une image très forte d'une manifestante où elle a mis des costumes. Au fait, Boumediene avait son costume à lui, Zeloual avait son costume à lui, Chadli avait son costume à lui. Au fait, on est en train de faire des costumes, des constitutions sur mesure pour chaque président. Idir, vous avez parlé donc de dynamiser cette révolution et de faire, si on peut dire, un bilan de ce qui s'est passé. Bien sûr, il y a beaucoup de positivité dans cette révolution et beaucoup de choses ont changé en Algérie. Quand on parle à des étudiants du niveau de Abdelkader et cette conscience politique qui touche toutes les couches sociales en Algérie. Quelles sont les méthodes donc, que vous pensez? Comment peut-on, si on peut dire, relancer cette révolution? De toute façon, il faut la relancer par des initiatives fortes, par une volonté d'abord de rupture claire, nette, avec toutes les pratiques de gouvernance antérieures. Ça, c'est le premier élément. Il y a les gens, les camarades du PAD qui organisent des assises. Vous avez eu un appel où le nom de M. Bourga a été mis sur la presse appelant à un peu organiser le Hirak. C'est une deuxième initiative, pourquoi pas. Vous avez quelques éléments de la société civile qui s'activent pour essayer de faire des propositions. Moi, je me dis que toutes les initiatives visant à coaguler, à coaliser toutes les forces de l'opposition. Mais je crois que même les étudiants, ils ont fait le truc autonome des étudiants. Tout à fait. Donc ça s'organise. Oui, c'est pour ça que je disais, ça va à son rythme tout à l'heure pour le Hirak. Ça va à son rythme, ça va s'organiser. Moi, je pense qu'on va arriver à un moment ou à un autre à une espèce de confluence. C'est-à-dire tout le monde va se réunir,
chacun avec ses propositions, évidemment, et arriver à construire une véritable alternative. Parce que le souci, c'est de construire une alternative. Et là, j'ai une petite nuance avec Nazim, quand il dit c'est à Chab à définir. Chab, évidemment, Chab, c'est lui qui détient la souveraineté. Chab, c'est le constituant. C'est le constituant. C'est comme ça. Mais on a besoin de constitutionnalistes. On a besoin de revoir l'architecture donc institutionnelle. Est-ce qu'on va rester sur les daïras, sur les wilayas, sur les mêmes mairies, sur les mêmes modes de gouvernance, sur les institutions qui nous dirigent, le quatrième pouvoir dont tu parlais, comment consacrer la liberté de la presse, entre autres, l'institution militaire, comment va-t-elle rejoindre progressivement, parce que c'est un long processus, son rôle constitutionnel, à savoir protéger le pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on dit la Dawla Madaniya, excusez-moi, dans toutes les armées du monde, les armées participent. Quand on est un pays fort, un pays qui produit, un pays qui s'exporte à l'extérieur, qui exporte sa philosophie, sa doctrine, on a besoin des services qui orientent, qui évaluent le risque. Mais, par contre, elle doit se retirer du champ politique algérien, du champ politique interne. Il faut qu'elle soit subordonnée au pouvoir politique, mais c'est un long processus. Dire simplement... Mais quand Karim Kebbil parle de cette marge de manœuvre qu'a Tebboune, qui est très limitée à beaucoup d'avis pour les Algériens, et qu'on sait très bien que les militaires sont derrière et que c'est eux le vrai pouvoir. Tout à fait. Donc, elle est où la volonté? Comment le peuple peut, si on peut dire, avec la pression de cette révolution, avec donc ces manifestations de chaque vendredi, chaque mardi, à faire pression sur le régime et dire, en fin de compte, on doit changer, on doit écouter le peuple. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à ce stade? Le vrai problème, c'est la vraie problématique, je crois que Nazim l'a posé tout à l'heure aussi. Monsieur Tebboune a très très peu de marge de manœuvre. En tant que président de la République, ministre de la Défense nationale, on va aborder le problème des détenus en 2 minutes, on en a parlé, il faudra toujours en reparler. Pour moi, M. Tabou, M. Boumella, M. Belarbi et tous les autres qui sont incarcérés sous des prétextes fallacieux. C'est des détenus d'opinion, c'est des détenus politiques. La solution est politique. Il faut tout de suite les libérer. Tout de suite les libérer. Parce que c'est des décisions iniques. Il n'a pas eu cette marge de manœuvre. Il confie à M. Sofiane Djilali, quand il a reçu un entretien, que les libertés, il y aura la liberté de la presse, il lui a donné plein de garanties. M. Sofiane Djilali a fait un communiqué en disant ce qui se passe réellement, et c'est là où on acte quelque chose, ce qui se passe réellement sur le terrain ne correspond pas à ce que le président m'a dit. Ce qui laisse supposer que le président a très peu de manœuvres, très très peu de champs de manœuvre. Il a un périmètre très, très, très limité. Quand il convoque la presse pour un problème d'agenda, c'est reporté à demain. Je me demande, ces conseillers, ils ont oublié l'Ouatan, peut-être qu'ils vont être reçus dans une deuxième vague, ils ont oublié Liberté, ils ont oublié d'autres journaux d'expression arabophones. Sur quelle base il reçoit une partie de la presse et pas l'autre? C'est le quatrième pouvoir. Veut-il, derrière tout ça, les domestiquer un petit peu? Toutes ces questions méritent d'être posées. Pour moi, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils sont déjà domestiqués quand même. Non, je n'irai pas jusque-là, Nazim. Tu connais ma façon d'être. Donc, il n'y a pas de volonté, en fin de compte. Alors, sans porter préjudice à qui que ce soit, il se pourrait que lui ait peut-être une volonté, mais c'est une volonté qui est bridée. Elle est bridée, il n'a pas de marge de manœuvre, il n'en a aucune de marge de manœuvre, vraiment aucune, ou très peu. Si ce n'est convoquer une commission d'experts, faire un appel à expertise pour la Constitution, faire un appel à expertise pour demander au ministre de l'Industrie, un rapport sur l'état de l'industrie algérienne, ça oui, mais pour entamer et être dans le cœur de cible des problèmes politiques qui minent l'Algérie, c'est-à-dire à savoir le haut commandement militaire et son rapport aux politiques, je ne pense pas qu'il ait de marge de manœuvre suffisante. Comment pouvez-vous expliquer, avec des problèmes qu'on a dans toutes nos frontières d'est en ouest, il y a des crispations d'intensité diverses, la Libye maintenant va focaliser,
Il y a la Tunisie à côté, parce que la Tunisie, on est dans un continuum. On a encore un chef d'état-major par intérim. Ça veut dire quoi par intérim? Qui nous l'explique. Je pense que dans l'étape actuelle des choses, les choses doivent être mises au clair pour l'ensemble du pays, de l'institution militaire, qui est son chef d'état-major. Il n'y a pas que les questions sécuritaires, il y a Non, aussi non. les questions économiques qui sont liées. On sait très bien dire qu'aucun ministre ne pourra faire une visite se déplacer dans d'autres villes. Au-delà du problème de comment- déplacement et de réception avec des... comme ça s'est passé sous le gouvernement Bedoui. Aucun ministre ne pouvait aller sur le terrain. Ça ne fera qu'accentuer la situation et la crise. On a une crise très complexe. On a une crise économique. Et rappelez-vous, moi, il y a plus de quelques mois, je disais quel va être l'impact de la crise économique sur la nature du Hirak en lui-même, sur son intensité et comment... Est-ce qu'il ne va pas se radicaliser? Regardez, il y a certains experts qui disent qu'on a perdu pratiquement 400 000 emplois sur 4 mois. C'est 400 000 familles. C'est toutes ces questions-là qu'on doit aborder dans leur ensemble afin de trouver, pour nous qui sommes dans l'opposition, moi je ne suis pas militant, je parle de Nazim et des autres militants politiques, à prendre en considération. Le problème, c'est celui-là. Il faut qu'on ait une vue globale de la situation, à la fois du pays, de la nation, de l'État, de ses relations avec l'environnement immédiat. C'est toutes ces questions-là. Parce qu'il faut être, à un moment donné, il faut être responsable. Mais tout en critiquant. Moi, je suis de ceux qui disent, mon sentiment, je vais le dire, c'est moi disqualifier tout ce que propose M. Tebboune. Tout ce que propose M. Tebboune. Disqualifier tout ce qu'il propose. Pour une seule et unique raison. C'est que le Hirak est un moyen de pression extraordinaire pour nous amener à la transition. Comment voulez-vous, si on n'articule pas le rapport de force en disant un seul mot d'ordre, sans compter les éléments matriciels du Hirak, Yerohoga, bon, une grosse partie est partie, etc. C'est la transition qui doit nous guider. Demander la transition et construire le rapport de force autour de cet axe-là, de cette transition. Et tous les politiques, et de manière inclusive, inviter tout le monde. Comment on doit préparer cette transition? Très bien. Dernier mot, Nazim. Donc, comment vous voyez les choses bien sûr, Idir Nouran dit qu'il faut bien sûr dynamiser cette révolution, mais beaucoup de questions restent quand même à poser sur la manière, sur les mécanismes. Comment vous voyez les choses donc évoluer dans les semaines à venir? Je crois qu'il y a plusieurs paramètres. Premièrement, alors je ne sais pas quel intervenant disait que le régime a tous les leviers en main. Oui, certes, mais on voit bien que ce régime est en panique. On voit bien que les fondements de ce régime sont chancelants. On voit bien que ce qu'il voulait, ou la feuille de route, notamment après les élections du 12 décembre, ne se réalise pas. Il est encore, Tebboune, il est illégitime pour la majeure partie des Algériens. Son gouvernement aussi. Quand je parle de Tebboune et ce qu'il a fait avec, ce qu'il a fait autour de lui, que ce soit les ministres, que ce soit l'expert, la rabat à la Constitution. Non, c'est-à-dire quand on dit illégitime, c'est-à-dire ce qui est illégitime aussi de l'émanation de Tebboune. Toute initiative de Tebboune est illégitime parce que lui-même est illégitime. Donc je crois que la crise... je ne sais pas qui est-ce qu'il a dit, Kébir, il l'a très bien dit effectivement, il a dit que le régime ne comprend pas la profondeur du malaise et la profondeur des aspirations du peuple algérien. Ils ont toujours d'ailleurs cru qu'en achetant ceci, en déversant quelques sous par là, à droite, à gauche, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, encore un programme d'1 million de logements sur 4 ans, déjà que Adel 1 qui est lancé en 2001 et Adel 2 qui est en 2007 ne sont même pas encore livrés, alors ils vont nous faire croire qu'1 million de logements va être livré entre 21 et 24. Et les Algériens ne veulent plus de ça, ils veulent une autre Algérie. Or, Tebboune et compagnie, c'est des gens qui sont du sérail. Tebboune, il est dans le fonctionnaire depuis 68. Il n'a pas soit la capacité intellectuelle, soit, comme il a dit, les marges de manœuvre nécessaires pour faire une mutation en profondeur de l'Algérie. Donc, pour moi, la crise va s'accentuer, que le Hirak doit maintenir la pression,
Parce que, à mon avis, comme je vous ai dit, la feuille de route du 12 décembre, au fait, ça s'effondre. Et donc, forcément, ils n'auront plus le choix. Ils n'auront plus le choix. Parce que si la légitimité de Tebboune n'est plus acquise, donc je ne vois pas d'autre solution que d'aller réellement vers un dialogue national. Mais, encore une fois, le Hirak doit absolument maintenir la pression chaque mardi, chaque vendredi et dimanche dans la diaspora, samedi pour certains pays comme en Angleterre, comme on l'a fait dernièrement à Berlin quand on est parti lors de la visite de Tebboune à Berlin. Il faut maintenir la pression, il faut dire clairement que c'est un pays président illégitime, qu'on veut une société civile et non militaire, on veut l'ouverture du champ médiatique, le champ politique de liberté individuelle et collective, la libération de tous les détenus, des excuses officielles et une indemnité pour dommages moraux et matériels. Très bien. Dernier mot, Edir Nouran. Ceux qui disent que le régime est finissant, est-ce que vous pensez que c'est juste une question de temps pour que cette révolution arrive à ses revendications, si on peut dire? Moi, je pense que c'est un régime qui est finissant, qui est même vieillissant. On ne peut plus. Je pense que le cœur nodal du régime, qui est évidemment le haut commandement militaire, doit entamer sa propre mutation interne pour se mettre au niveau des aspirations du peuple qui demande un État civil. C'est-à-dire que le commandement militaire n'est plus à diriger ou à instrumentaliser le politique. Ça, c'est... Le pouvoir doit évidemment, le pouvoir formel doit évidemment comprendre aussi que la société est aussi en mutation. Donc c'est la jonction des deux mutations qui doivent converger, mais pour le bien de nous tous. Parce que nous ne critiquons pas M. Tebboune pour critiquer M. Tebboune. Ce n'est pas une attaque ad hominem, on ne l'attaque pas comme ça, on attaque un problème politique. Ça me fait rappeler pour M. le Gaïd Salah, feu Gaïd Salah, quand on attaquait ses discours politiques, il nous traitait de traîtres. Parce qu'il a fait croire à une certaine partie de la population qu'on critiquait l'institution militaire. On critiquait son discours politique, qu'il n'avait pas le droit de... Il a essayé de diviser les Algériens, les uns contre les autres. Si on reprend le concept de Badissia et Novembria, c'est un concept qui risque de mettre le pays, la société, c'est-à-dire le peuple algérien, dans des contradictions énormes. Il y aura les soumamiens et les anti-soumamiens. Toutes ces questions-là mériteraient d'être travaillées politiquement, les aborder de manière politique, afin, pour une fois, qu'on revisite la nation. Nous avons une chance, tout à l'heure, Nazim parlait de la fraternisation. Moi, j'irais au-delà de la fraternisation. Il y a une espèce de conscientisation de l'idée de l'Algérie de demain, par ces jeunes. Regardez comment ils s'habillent, regardez comment ils parlent, ils ont inventé une langue, ils sont ouverts sur le monde. Et cette jeunesse-là qui est belle et qui est mature, c'est ça le problème. Et à la limite, je crois qu'elle est un peu... Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Elle est mature et en plus, elle nous donne des leçons. Oui. Honnêtement. Très bien, je pense qu'elle nous donne des leçons, c'est vrai. Et on a écouté plusieurs jeunes ici, surtout les étudiants, d'une conscience politique extraordinaire. Et je pense qu'on doit être fiers ici sur notre chaîne de donner la parole à ces jeunes-là. On parle de Mardi 48, cette jeunesse qui a irrigué le 22 février et qui a dit que notre pays... c'est le nôtre aussi, et on va tout faire pour le sauver, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Et à saha, on